Dans cette vidéo, je vais faire un exercice qui est pas fait souvent sur internet, qui va être d'utiliser une simulation de Monte-Carlo pour un peu voir dans le futur quelles seraient les possibles valorisations de mon portefeuille boursier. Ce qu'on voit souvent sur internet, c'est une approche un peu simpliste avec un pourcentage de rendement futur, en général environ 7%, qu'on vient ensuite appliquer simplement sur une durée d'années et ça fait donc grandir le portefeuille. Ce qu'on peut regarder, donc ça, c'est ce genre de graphique typiquement qui est fait, qui explique qu'en fait, par exemple, en commençant dès 2027 avec 70 000 euros, vous aurez d'ici 2066 un peu plus de 3 millions d'euros. Donc ça, c'est une approche, en fait, vous avez uniquement besoin du pourcentage de rendement, ça ne prend pas en compte la volatilité et les différents scénarios qui sont possibles. Moi, ce que je viens faire, c'est via un Monte Carlo, sur la base d'un rendement moyen à 7% et une volatilité à 15% qui sont les paramètres historiques. En partant de 70 000 euros, qui est le patrimoine que j'ai actuellement, je viens en fait simuler 200 chemins différents qui viennent ensuite, pour chaque chemin, appliquer un pourcentage de rendement un peu différent avec une volatilité différente afin de simuler en fait quels sont les différents scénarios possibles pour mon patrimoine pour les 40 prochaines années. Ce qu'on peut voir ici directement, donc en fait j'ai 70 000 euros à peu près d'ici la fin d'année, mais j'aurai 60K en rendement en actifs risqués, donc en bourse, et j'aurai aussi du livret, donc j'exclus l'argent qui est en livret. Et je compte aussi mettre environ 10 000 euros par an euh, investis en bourse. Donc je vais aussi rajouter à chaque année ces 10 000 euros. Donc ça en fait là ce que vous pouvez voir, les 200 réplications ici, c'est pour 200 chemins de Monte-Carlo, la valeur du portefeuille au bout de 40 ans. C'est ça, 40 ans. Donc en fait, ce fichier Excel, il vient directement simuler quels seraient les 200 possibles chemins que pourrait prendre mon portefeuille boursier. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en moyenne, ça a à peu près 2,8 millions d'euros, ce qui est équivalent à ce que donne en fait l'approche simpliste que je vous ai montré juste avant. Par contre, en fait, ce qui est intéressant de venir voir, c'est les pourcentages de probabilité de scénarios. Par exemple, dans plus de 90% des scénarios, je suis au-dessus de 869 000 euros, tandis que dans plus de la moitié des scénarios, je suis au-dessus de 2 millions d'euros. Donc ça permet, au lieu de regarder de manière simpliste la prévision que beaucoup de monde fait, de se rendre compte qu'en fait j'aurais probablement assez peu de chances d'atteindre les 3 millions d'euros, mais plus de grande probabilité que je sois au-dessus de 1,4-1,5 million d'euros. Donc là actuellement, avec les paramètres actuels, on est à 7% de rendement moyen, qui est on va dire plutôt historiquement juste. Historiquement on est à 10% avec environ entre 2 et 3% d'inflation. Ces dernières années, on a eu un rendement quand même qui est plus élevé. Bon, rien n'indique que ça va continuer les prochaines années, mais si en fait je viens directement mettre un rendement de plutôt 10%, donc là le fichier va recalculer et ça, comme vous pouvez voir, ça a un impact très important. On est passé d'une médiane à, il me semble, un peu plus de 2 millions d'euros à 5 millions d'euros. Donc c'est très important lorsque vous faites ce genre d'analyse d'utiliser des paramètres qui sont cohérents avec la réalité historique et aussi prudents afin de pas faire perdre la valeur de ce genre de prévision avec des chiffres qui sont trop gros. Donc je vais remettre 7%. Hop, là, ça recalcule. Donc on revient sur notre périmètre de départ avec plus de 90% de chances d'être au-dessus de 900 000 euros et plus de 50% de chances d'être au-dessus de 2,2 millions d'euros au bout de 40 ans. Alors c'est un peu simple comme approche de simuler sur 40 ans et en fait ça enlève en fait une grande partie de la difficulté qui est de rester investi dans le temps sur 40 ans. En fait c'est très simple à dire comme ça, mais il peut se passer plein de choses dans la vie qui fait qu'on va arrêter d'investir ou alors retirer de l'argent. Donc en fait, le plus important, c'est pas forcément le capital de départ ni même l'investissement, mais c'est surtout la durée de l'investissement. Si je mets seulement 20 ans d'investissement ou seulement 10 ans, on n'aura pas du tout les mêmes chiffres qui sont énormes euh, à la fin de la simulation. Là, avec un investissement annuel de 10 000 euros, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est qu'au final, je peux mettre 4 000, ça va pas avoir un changement non plus qui va être énorme. On reste à 3,6 millions d'euros, quoi, alors que c'est que 4 000 euros d'investissement par an. Ce qui compte en fait surtout, c'est le rendement moyen et la durée d'investissement qui est là à 40 ans. Donc je vais remettre 10 000 euros parce que je pense que pour moi c'est une hypothèse qui est plutôt
réaliste. 10 000 € par an, ça fait à peu près, si je me trompe pas, ça fait 825 € par an, par mois, un truc comme ça. Ah oui, à 833, exactement. Donc pour moi, c'est plutôt réaliste et au fur et à mesure que mes revenus augmentent, j'aurai par contre plus de charges avec peut-être une famille qui s'agrandit, ce genre de choses qui font aussi que j'aurai plus de dépenses. Donc je mets pas plus de 1 000 € ou 1 500 €, voilà. Je reste sur 830 € d'investissement mensuel, sachant que depuis 2 ans, j'investis environ 1 500 € par mois. Donc sur cette prévision-là, je table sur une baisse de ma capacité d'épargne, ce qui est plutôt cohérent avec mes objectifs de vie. Donc c'est le genre de questions aussi qu'il faut que vous vous posiez. Ce qu'on peut voir en fait ici directement, c'est que en fait, ce genre d'approche, ça permet de voir en fait des rendements possibles sur chaque année qui varient assez grandement. On va avoir des années positives et des années négatives. C'est quelque chose que vous pouvez voir ici, où certes je suis à 70 000 €. Alors, je vais remettre 60 000 pour que ce soit pareil que ce qu'il y a là-bas à gauche. Et je vais. Donc là, ça va recalculer, ça va prendre un peu de temps là. Hop, voilà. Donc ce que vous pouvez voir en fait, c'est qu'on a sur des années qui sont totalement différentes les unes des autres. Ça va être totalement aléatoire. Et si jamais on est. Donc ça, c'est la moyenne en fait, hein. La moyenne de tous les chemins pour la 40e année. Si on regarde, si on n'est plus sur la 40e année. Donc là, sur 40 ans, pardon, on était à 2,6 millions d'euros. Imaginons que je baisse, que je regarde plus pour 40 ans, je regarde pour 10 ans. On passe de 2,6 millions d'euros à 242 000 euros. Voilà. Donc ça montre en fait l'importance de ce que je vous dis juste avant, en fait, dans ce genre de prévision, en fait, la plus grande difficulté, en fait, c'est pas forcément d'investir beaucoup d'argent, c'est de rester investi pendant si longtemps. Hop. Voilà. Sinon, si on fait un petit tour rapide sur le portefeuille, mon PEVA a dépassé les 34 000 €. Il est aussi entre 33 000 et quelques et 34 000 € en ce moment, sachant que j'ai fait 23 000 € de dépôt, donc ça fait 11 000 € de plus-value au global, dont 6 155 € de plus-value latente. On est sur des fonds pour une distribution assez similaire au MSCI World, avec un peu plus de pondération aux US sur les pays émergents et moins de pondération sur l'Europe. L'ETF Amundi PEA MSCI Emerging Asia, qui investit sur la Corée, Taïwan et la Chine principalement, est à plus de 20%. Je l'ai acheté en début d'année, il me semble. Japon, pareil, plus 7,4%. S&P 500 Amundi, plus 24%. L'autre S&P 500 BNP Paribas Easy, plus 28. Et l'ETF de Wisdom Tree Eurozone Efficient Core UCITS, donc lui sur l'Europe, est à plus 5,2%. Ça, c'est un ETF, c'est très intéressant, qui investit à 90% sur les actions européennes, 10% sur les obligations d'État et. Pardon, 90% sur les actions européennes, 10% sur les obligations d'État et 40% sur des obligations. Ce qui permet en fait d'avoir un peu de levier tout en restant en utilisant le levier qui est réajusté trimestriellement. Donc on n'a pas cet effet de levier journalier qui vient diminuer le rendement par rapport à un levier trimestriel. Et le levier est mis sur des obligations, ce qui vient un peu répliquer un portefeuille classique 60% actions, 40% obligations, tout en mettant un peu de levier et en diminuant la volatilité par rapport à du levier sur des actions classiques qu'on peut avoir sur du PEA Nasdaq x2 ou autre. Au niveau du compte titre, on est à 12,7K dollars, 805 $ de plus-value. Alors le compte titre sous-performe le S&P 500 depuis le début de l'année parce qu'en fait j'ai pas des actions qui ont vraiment super-performé comme Micron, AMD, Intel, SpaceX notamment récemment ou autres. Donc voilà, ça fait que les entreprises que j'ai sous-performent un peu le marché en ce moment, mais c'est des entreprises quand même pour lesquelles j'ai des bonnes convictions et je vois pas mal de valeur à acheter au cours actuel. Alors vous pouvez voir Mobility Global, donc j'ai 3 actions. Ça c'est le spin-off de S&P Global qui a eu lieu la semaine dernière. S&P Global, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Je suis passé à l'achat. Je sais plus si j'ai. Puis ouais, j'ai un peu de plus-value, j'ai un peu genre 10% de plus-value. Ça a eu lieu la semaine dernière. Depuis le spin-off, l'action a pris bien 15%, sachant que j'étais en moins-value avant.
Pour Mobility Global, seulement moins 0,5% par rapport à la valeur de spin-off. Donc pour l'instant, je suis neutre. Je vais vendre ces actions en fait, parce que c'est que 90 $. Pardon, c'est que 60 $. Donc je vais pas garder ça en portefeuille. Sur Google. Alors Google, j'avais frôlé les plus 100% de plus-value. C'est une action que j'ai achetée il y a un peu plus d'un an maintenant. Bon, j'ai seulement acheté 910 $ à l'époque, donc ça pas ça non plus qui va faire exploser mon portefeuille, mais bon voilà. Je garde du Google, j'ai toujours de bonnes convictions sur Google. Sur Amazon, Amazon quand même qui sous-performe pas mal, hein, sous-performe depuis les 5 dernières années. Elle est passée d'un multiple très élevé à un multiple plus faible autour des 30, ce qui est pas cher historiquement pour Amazon. Bon, ça, on rentre dans un nouveau cycle de CAPEX et Amazon ont montré par le passé qu'ils sont très forts pour faire ce genre de cycle de CAPEX. Donc je suis confiant à laisser les 2304 $ que j'ai investis, quoi, qui valent 2600 sur Amazon, j'ai pas de problème particulier. Sur Meta, là, c'est plus compliqué. J'ai mis 3800 $. Je suis en value de moins 5%. Ça a repris un peu récemment. Meta, assez compliqué quand même. Ils font quand même des très très gros capex, environ 200 milliards par an. Certes, ils servent à bien monétiser leur publicité sur Instagram, notamment grâce à l'IA, mais le marché n'est pas convaincu quant à la bonne utilisation de cet argent-là. Ils ont annoncé récemment, c'est un point que j'avais évoqué dans une dernière vidéo, qu'ils allaient, dans le cas en fait où ils ont des capacités de calcul dans leur data center qui sont libres, les louer, comme ce qu'a annoncé SpaceX. Donc ça pourrait faire rentrer un peu plus d'argent. Donc le cours de bourse a pris 10% avec cette annonce. Ensuite sur Mastercard, je suis à peu près flat, moins 2,5%. C'est ma plus grosse position. L'entreprise se paie vraiment pas cher. Si on regarde directement Mastercard, alors Mastercard, j'ai presque envie de dire que l'entreprise est moins chère qu'un sac de patates au supermarché. Elle se paye 25 fois les bénéfices de 2026, ce qui historiquement est très faible pour l'entreprise avec une telle marge et une bonne croissance encore, comme on l'a vu lors du dernier trimestre. Hop, je vais vous montrer par exemple, ça fait longtemps que je suis pas allé sur Qualtrim parce que je regarde pas trop mon portefeuille en ce moment, mais sur en fait le multiple simplement de Mastercard, on est passé d'un multiple de plus de 50 fois les bénéfices, donc ce qui était très élevé en 2021, avec un bas de cycle à un peu en dessous de 30 les bénéfices, et on est actuellement, on va dire, on était encore très récemment, là l'action a un peu repris, mais à un niveau aussi peu cher que lors de la fin du bear market de 2022. En fait, simplement, Mastercard, c'est pas une entreprise qui fait de l'IA, c'est pas une entreprise qui fait des semi-conducteurs. Donc, en fait, le secteur financier était un peu délaissé. Et en plus, il y a un risque législatif en ce moment avec des députés du Congrès américain qui pourraient passer une loi qui limiterait les pourcentages de taux d'intérêt sur les cartes de crédit. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour moi, ça n'a pas de risque de passer parce qu'en fait, baisser les taux d'intérêt sur les cartes de crédit, ça enlèverait notamment plein de programmes de fidélité que les Américains aiment beaucoup, plein de programmes de cashback et autres. Et donc, je pense pas que ce soit vraiment populaire aux États-Unis. Les gens sont prêts à avoir des cartes de crédit où il y a des taux d'intérêt élevés, tant qu'en fait, ça permet d'avoir des bons avantages à côté. Sachant que c'est pas Mastercard ou Visa qui détiennent on va dire le crédit, et eux, c'est juste vraiment le réseau de paiement. Si on regarde un peu au niveau global du patrimoine et du portefeuille, depuis le début de l'année, je suis à plus 11%, tandis que l'ETF S&P 500 en PEA fait plus 12,7%. Voilà, donc la sous-performance pardon, vient des quelques actions en compte titre que j'ai, sachant que je reste à environ toujours 75% d'ETF par rapport au stock picking. Le patrimoine global est à 67 079 €. En all-time high, on était à 67 125, donc au plus haut historique. J'ai remis un peu d'argent, mais j'ai moins pu épargner le mois passé. Ce qui fait qu'on arrive sur une plus-value globale de 13 472 €, majoritairement liée au PEA, aux 11 000 € de plus-value, à peu près 800 $ dans le compte titre, et le reste, c'est les intérêts que j'ai engorgés sur des livrets depuis 2022. Ce qui fait un rendement annualisé sur les actifs risqués, donc hors livret, de 20,02%. Donc je reste à 20% de rendement. Bon, c'est principalement lié au rendement exceptionnel que j'avais eu en 2021 de 40%, qui était à une époque en fait où j'avais moins d'argent qui était investi.
Si on regarde en changeant la date pour être depuis le 1er janvier 2022, donc en ignorant 2021, je tombe à un rendement de 12,48% annualisé, ce qui est plus réaliste et qui reste supérieur aux 7% que j'ai mis dans mon fichier Excel pour ma simulation. Si on passe un coup sur le graphique, on peut voir qu'on continue de progresser. Depuis le début de l'année, on est passé de tac 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 un peu en dessous de 54 000 euros, ça, environ 53 000 euros à 67 maintenant. Donc on est dans les temps pour l'objectif de entre 70 et 75 000 euros d'ici la fin de l'année. Et c'est ce montant-là que j'ai utilisé pour la simulation de Monte Carlo que je vous ai montré juste avant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je continue moi de surveiller on va dire mon portefeuille un peu moins qu'avant. Je continue de faire mon DCA. D'ici quelques semaines, on va avoir les résultats des entreprises que j'ai en compte titre, les résultats du deuxième trimestre. Je pense que je ferai une vidéo par position. Je suis très curieux de voir ce que Meta annonce comme prévision sur le CAPEX pour toute l'année. Qu'est-ce qu'ils comptent faire avec la location de leur data center. Je veux aussi voir ce que ça donne pour Mastercard notamment. Et aussi pour S&P Global, quelles sont leurs prévisions pour le reste de l'année, maintenant que leur spin-off a eu lieu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt.